Chapitre 16. Amourette d'été. Le dernier tueur de la civilisation en date vivait dans une maison à demi-niveau, aux confins de la banlieue. Une unique cheminée se découpant sur un ciel d'azur. Un jardin aménagé avec le strict minimum en matière de décoration estivale. Une seule voiture, vieille d'au moins 10 ans, était garée dans l'allée. Fade, comme à son habitude, n'était guère impressionné. « Encore un autre » demanda Fade à la femme, assise en face de lui, alors que le duo profitait de la terrasse du restaurant du coin pour un rendez-vous en début d'après-midi. « Quand est-ce qu'on s'attaque aux gros poissons ? Sauver le monde, c'est déjà devenu banal ?» La question d'Ève s'accompagna d'un sourire narquois. Elle avait déjà vu ça 1 millier de fois. Pour Fade, c'était sa 10e intervention en tant que ratisseur. Et ouais, ça ne faisait plus vraiment d'étincelles. Se faire recruter par un être quasi divin pour protéger l'humanité de la destruction semblait promettre plus d'action. Mais Fade cassait moins de genoux et esquivait moins de coups de poing qu'avant. Car, apparemment, sauver le monde consistait surtout à gérer des comptes, à saboter des réunions et occasionnellement à livrer la cible aux autorités compétentes avant que quoi que ce soit de grave ne puisse se produire. C'était aussi le plan cette fois-ci, bien que Fade et Eve n'aimaient pas encore impliquer les fédéraux. Et ils ne le feraient probablement pas, étant donné que leur cible avait des liens profonds avec l'État. « Ne fais pas ça », dit Eve en relevant les yeux de son téléphone, le regard caché derrière de grosses lunettes de soleil. Un chapeau à large bord complétait sa tenue de touriste, assortie d'un châle, d'un chemisier fluide et d'un short. Fade était raccord, sa chemise à fleurs rentrée dans un pantalon d'un blanc des plus crémeux, le tout bien trop moulant pour dissimuler une arme à feu, une lame ou une bombe. Non pas que les ratisseurs aient un faible pour les grosses explosions, ça attirait un peu trop l'attention, et ça avait tendance à déstabiliser autant qu'à arranger les choses, même si c'était amusant. Faire quoi? Tu le fixes encore. Tes yeux n'ont pas de laser, Fade. Gabbers m'a dit que je pourrais en avoir, si je voulais. Bien sûr, la créature mi-machine, mi-calmar protégeant son espèce marine de l'auto-immolation, avait fait cette remarque sur le ton de la plaisanterie. Mais Fade avait décelé une pointe de vérité dans son offre enjouée. Les super-héros faisaient tomber des fureurs dans les médias populaires, et avec un peu de technologie extraterrestre, Fade pourrait presque. « Si tu commences à pulvériser nos cibles, on va attirer le mauvais genre d'attention, » dit Eve. « Maintenant, concentre-toi. Qu'est-ce que notre type fabrique ?» Elle ne leva pas les yeux de son téléphone en parlant, faisant confiance à Fade pour remplir ses obligations de partenaire. Ce qu'il fit, naturellement, car Fade n'était pas un crétin ramassé dans la rue. C'était un magouilleur avisé, un combattant de rue aguerri, un homme d'un sang-froid imperturbable, qui, accessoirement, empêchait l'univers de dérailler. « Il attend le bus », dit Fade, en tendant la main pour prendre une gorgée de son thé glacé ambré. Leur table, perchée sur la terrasse chic d'un restaurant au premier étage, donnait sur la rue et tentait de dorer son ambiance d'une musique légère et de parasols colorés. La tactique aurait pu fonctionner si Fade s'était laissé tenter par la margarita du jour proposée au menu. Avec l'Earl Grey, beaucoup moins. « Pourquoi il prend le bus alors qu'il est venu en voiture ?» demanda Eve. « C'est une excellente question. » Le bus en question arriva à l'arrêt dans un grondement, et leur client rejoignit la file avant de monter à bord. Il se dirige vers le centre de conférence. Eve leva brièvement les yeux. « Il se passe quelque chose là-bas aujourd'hui ?»« Une expo technologique, en tête d'affiche, notre entreprise préférée. » Yves pencha la tête. « Laquelle ? Tu devrais t'en souvenir, son père a failli te tuer. » Elle était de cette trempe, avait dit Ellsworth, peu de temps avant que le père de Veronica Plynn ne fasse cribler de balles le mafieux.
Une survivante, une tueuse, une femme à craindre. De vrais tatouages ne conviendraient pas à l'image de Veronica, mais elle en écrivait, chaque jour, à la ligne suivante de son journal. Le petit carnet, caché dans le tiroir supérieur de sa table de chevet, donnerait à n'importe quel détective l'impression que Veronica avait depuis longtemps perdu la raison. Elle esquissa un sourire à cette pensée, un sourire qui incita la styliste à lui murmurer de ne pas bouger. Veronica allait y rester sur cette chaise encore un moment, à se faire pomponner pour les lumières, les caméras et les foules curieuses se demandant ce qu'une étudiante de première année faisait en tête d'affiche d'une conférence sur la technologie de pointe. Ils allaient bientôt le découvrir, tout comme le reste de l'entreprise de son père l'avait appris ces derniers mois, tandis que Veronica, un par un, avait remué le couteau dans la plaie, tiré sur les fauteuils et vidé leur poste, parfois au sens figuré, parfois au sens propre. Son regard se porta sur la gauche, vers l'ombre qui se tenait juste à l'extérieur de la loge. Lod avait adouci sa tenue, troquant le chapeau de cow-boy et les 6 coups contre un costume et un rasage de près. Il avait grommelé, mais la vengeance et le pouvoir formaient un duo beurre de cacahuètes chocolat auquel on ne pouvait résister. Veronica le savait, car elle nourrissait la même addiction. Ce qu'ils allaient présenter aujourd'hui, ce qu'ils allaient montrer au monde, était une clé, une porte vers un lieu qui ne devrait pas exister, un lieu que son père voulait garder secret, et que Veronica allait ouvrir en grand, qu'elle allait monétiser, qu'elle allait utiliser pour retrouver son père ou pour détruire les choses qui l'avaient emporté. « Vous êtes prête, mademoiselle Pline », dit la styliste, en faisant pivoter Veronica pour qu'elle puisse se voir dans le miroir. « Je les ai laissés lâches, comme vous l'avez demandé. » Ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules, par-dessus le chemisier que son blazer allait bientôt dissimuler. En dessous, un pantalon, d'allure professionnelle, mais cachant des poches aux endroits stratégiques. Des couteaux, un pistolet à canon court et d'autres gadgets, le tout conçu et maîtrisé grâce aux leçons de coach très, très chères. « Parfait, » dit Veronica en se levant. « On en est où, niveau timing ?»« 10 minutes, » répondit le cow-boy depuis l'extérieur de la pièce. « Ça se remplit, dehors. »« J'espère bien. » Veronica enfila son blazer gris anthracite et se dirigea vers le couloir étroit qui grouillait de gens s'affairant exactement comme elle. « Vous êtes prêts ? J'ai l'impression qu'on prépare ça depuis une éternité. Allez, on appuie sur la détente. Le coup de feu. La balle l'a touché. La douleur a jailli, s'est embrasée, l'a torturé. Et JC ne trouvait plus son souffle. La chambre d'hôtel a vacillé, des ombres s'insinuant sur les bords de sa vision. L'homme, Lod, se tenait sur le seuil avec ce chapeau de cow-boy. Ridicule, mais, à cet instant, la seule chose que JC pouvait sentir était « Ça va ?» la secoua Ashley, la main sur son épaule. « Reviens, tu n'es plus là-bas, c'est fini. » Le brouhaha de la cafétéria de l'école a effacé la chambre, le sang. Les tenders de poulet réchauffés ont masqué l'odeur âcre du coup de feu, et la moutarde au miel a repris sa place de choix dans sa bouche, supplantant l'arrière-goût métallique de son propre sang. « Je suis revenu, » dit JC, mais elle ne s'est pas écartée de son ami, frissonnant et fixant un point invisible à travers la pièce bondée, sans même voir les affiches annonçant le bal d'hiver et le match de barrage imminent de l'équipe de football. Qu'est-ce qui a déclenché ça, cette fois? Dis-le-moi, et je ferai attention. JC a cherché dans son esprit quelque chose de plausible. Elle s'est concentrée sur la chanson qui s'échappait du téléphone d'un gamin à proximité, un vieux tube pop. C'est ce qui passait, juste avant que ça n'arrive, dit JC, et Ashley a interpellé le gamin pour lui demander de changer de musique. Le garçon a paru confus, mais à la manière des introvertis du monde entier, il a choisi d'éviter le conflit et a passé à la chanson suivante d'un haussement d'épaule.
Je suis désolé. Je suis tellement désolé, JC. Ce n'est pas ta faute. On peut y aller? Évidemment. Quelques mots ont suffi à acheter un répit à JC. Agression. Un homme dégoûtant au regard lubrique. Personne ne voulait en savoir plus. Personne n'en avait besoin. Elle avait trouvé cette histoire après que les souvenirs avaient commencé à ressurgir au pire moment. Pendant les contrôles, aux fêtes, dans la file de la cantine, le cow-boy, le pistolet, la douleur. Que Fade et Talia insistent pour que JC y retourne, même après tout ça, devenait une vaste plaisanterie. Ses notes en prenaient un coup, les devoirs relégués au second plan, quand des extraterrestres et des prodiges surnaturels traînaient si près. Qui se souciait d'une dissertation sur Gettysburg ou du fonctionnement interne d'un programme informatique quand les forces qui détermineraient le véritable progrès se cachaient derrière un badge? L'inquiétude sur le visage de son amie, la façon dont elle l'a escorté jusqu'à leur cours suivant cet après-midi, était la côte déplacée, écœurante de la manière nauséeuse dont les remerciements pour un travail non accompli ont tendance à vous ronger. Ça n'allait pas marcher. Ce montage. JC avait été une élève, une personne normale, impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Elle l'avait vu maintenant, et ce n'était ni les admissions à l'université, ni une carrière. Ce n'était plus sa vie. « Désolé, » dit JC en reculant et en passant son sac sur son épaule. « Je ne me sens vraiment plus bien. On se voit demain. » Le fait que, si le plan que JC élaborait à chaque pas fonctionnait, elle ne reverrait plus jamais son amie, ne l'a pas fait hésiter un seul instant. Eve et Fade n'ont pas réussi à suivre le bus à travers la cohue urbaine. Détroit en été vibrait, et Fade l'a ajouté à sa liste de destinations de vacances. JC aimerait cet endroit, et ça ne ferait pas exploser son budget. Ce qui pourrait le faire, en revanche, c'était le prix qu'Eve et lui continuaient de payer pour se déplacer. Leur chauffeur faisait de son mieux pour rattraper le terrain perdu, passant aux de feux oranges et esquivant les piétons sur les passages cloutés avec assez de fougue téméraire pour faire grimacer Eve et glousser Fade. « Tu trouves ça drôle ?» demanda Eve, alors que le centre de conférence lui apparaissait. « On met des vies en danger, là. » Cet homme est un professionnel. Le chauffeur a hoché la tête, croisant le regard de Fade dans le rétroviseur. Eve a pris sa profonde inspiration habituelle, son jugement ne trouvant aucune prise. Si ça avait été la première sortie de Fade avec Eve, la désapprobation l'aurait peut-être plus atteint. À l'époque, il se souciait de faire bonne impression, de faire les choses correctement, de rentrer dans le rang des ratisseurs. Depuis, il avait compris qu'Eve jouait le jeu selon ses propres règles, mais que celles-ci ne correspondaient pas aux directives du grand patron. Tout ce que le jardinier voulait, c'était une voie royale vers l'illumination. Ce filet aux mailles lâches donnait à Fade toute la marge de manœuvre dont il pouvait rêver. Ils sont sortis de la voiture sur un trottoir bondé, les bâtiments projetant des ombres tout autour d'eux. La musique pulsait et Fade a compris que la cible était une présentation en grande pompe dont on avait laissé entendre qu'elle serait accompagnée d'une première prise en main de nouveaux appareils. La fine fleur de la technologie était présente et prête à recevoir. « Une idée ?» dit Eve, son grand chapeau lui causant des problèmes, alors qu'il se retrouvait poussé avec une foule qui avançait. 10 minutes avant l'heure H. Nous n'avons pas de billets. Ah non? Tu veux dire que tu ne t'en es pas déjà procuré? A rétorqué Fade, avant de pousser Eve hors de la cohue et contre une barrière métallique temporaire bloquant une allée latérale. Ça n'a pas d'importance, on n'a pas besoin d'entrer. Ah non? Croisant un homme qui a aidé à organiser une pléthore de réunions secrètes. Les centres de conférence ont trop de caméras, trop de sécurité. Si ce type a l'intention de semer le chaos, ce sera à l'extérieur. Tu veux dire, comme maintenant, avec une foule pareille?
Fad a suivi la logique. Leur suspect serait arrivé 5 ou 10 minutes avant eux. Assez de temps pour déposer un sac à dos piégé, peut-être, mais c'était trop brouillon, trop insignifiant. « Vois plus grand », dit Fade en s'appuyant contre la barrière. « On ne serait pas là pour une explosion. Il voudra marquer les esprits, quelque chose qui aura des répercussions. Regarde-toi, en train d'apprendre des choses. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas encore mort. » Eve a grincé des dents, mais Fade a laissé les mots s'installer tandis qu'il passait la foule au peigne fin. Il devait y avoir quelque chose de plus ici que des geeks venus récupérer leur nouveau gadget. Une raison pour cet endroit, ce moment, à moins que... « Il ne va pas le faire sauter », dit Eve au moment où Fade arrivait à la même conclusion. Fade a sorti son téléphone et a ouvert une application remplie de vidéos virales, de mèmes et de messages destinés à choquer, impressionner et divertir. Comme il s'y attendait, en consultant les dernières tendances, Fad a trouvé leur homme. Pas son visage, évidemment, mais un balayage de la caméra sur la foule, tandis qu'une voix déclamait une exigence. Des dons tout de suite pour maintenir en vie les gens dans la vidéo. $1 par vie, et la voix rocailleuse, modulée et mixée, exigeait au moins $20 000, sinon tout exploserait. Il était évident que l'homme n'atteindrait pas son objectif dans les quelques minutes qui s'égrenaient à l'écran. Fade a compté plus d'émojis hilars et de graphiques de feux d'artifice que de symboles de dollars. « On se trompe », a dit Fade, sentant cette glace familière lui mordre les entrailles. Il va y être forcé. Forcé. Fad a montré l'écran à Eve, qui a froncé les sourcils. Elle apprenait encore les us et coutumes des médias modernes, visiblement. Pas le temps de lui expliquer la pression du tout ou rien des réseaux sociaux, cependant. Jetant un nouveau regard à l'écran, Fade a retracé la perspective de la caméra. Le défilé des corps de gauche à droite, une voiture qui passait, interrompant le flux pendant 1 seconde. De l'autre côté de la rue, sur la droite, a dit Fade en se lançant dans la foule. Alors qu'il se frayait un chemin, de nouvelles rumeurs ont commencé à agiter les conversations autour de lui. Plus d'une personne regardait la même application, voyait la même vidéo et parvenait à la même horrible prise de conscience. Quelqu'un préviendrait la police, si ce n'était pas déjà fait, mais ce serait trop tard. Au lieu de ça, Fade et Eve, justiciers au service d'une puissance supérieure, ont contourné un autre bus pour se faufiler dans la circulation au ralenti. Tapotant sur des capots et esquivant des pare-chocs, Fad a jeté tous les coups de yum qu'il pouvait le long de l'avenue sur sa droite. La rue transversale abritait le mélange habituel d'un quartier de stade. Bars, restaurants et boutiques pour supporters. Là aussi, des gens déambulaient. Mais un homme se tenait immobile, adossé à un bâtiment, son téléphone levé près de son visage. Leur cible avait troqué sa chemise de bureau contre un sweat à capuche en chemin, une tenue qui s'accordait étrangement avec son pantalon de ville, mais qui gardait le visage de l'homme dissimulé. « 1 minute !» a dit Eve alors qu'ils atteignaient le trottoir. « On doit se dépêcher. »« Ne stresse pas, il est juste là. » Fad a désigné l'homme d'un signe de tête et a accéléré. Se faufiler dans la foule était pour lui une seconde nature, aussi naturelle que de respirer. Et Fad a atteint sa cible avec 40 secondes d'avance. Il est arrivé par le côté, ignorant les déchets et les feuilles balayées par le vent autour de ses pieds, et a arraché le téléphone des mains de l'homme. Un coup d'œil a confirmé que le téléphone fournissait bien le flux de la caméra, mais sa série de victoires s'est arrêtée là. Quand Fad, en rendant le téléphone à Eve, a regardé son propriétaire, il n'a pas vu le visage attendu de l'agent, du traître, de la menace pour l'humanité. À la place, il a vu quelqu'un avec plus de rides, la bouche parcourue de tics, tandis que les questions allaient et venaient, des larmes et de la morve coulant de ses yeux et de son nez. « Où est-ce » a sèchement demandé Fade.
tandis que le compteur passait sous les 30 secondes. « C'est le prix à payer », a balbutié l'homme, rejoint la scène de toutes les foutues séries et de tous les foutus films que Fad avait jamais vus. « Ma famille vit. Eux, non. » La bouche tremblante a esquissé un sourire fragile. Les péchés du père. « Arrête tes conneries. » Yves posait une question que le suspect a ignorée, sa main s'est tendue et a tiré sur la fermeture éclair de son sweat. On apprend à s'attendre à certaines choses, à des retournements de situation qui aggravent encore les choses. Malgré tout, Fade ne s'était encore jamais retrouvé face à un paquet ficelé autour du torse d'un homme, qui bipe et qui clignote. Le compteur était en dessous de 20. Pas le temps de désamorcer, même si Fade avait su comment faire. Talia aurait peut-être pu, mais lui, il allait juste mourir. « À terre !» a crié Fad, et il a fait un mouvement pour plaquer l'homme, pour mettre son corps entre lui et cette bombe encombrante. Est-ce que ses entrailles et ses os parviendraient à dévier l'explosion comme un soldat qui plonge sur une grenade? Il ne pouvait que l'espérer. Sauf que Fade n'est pas tombé en avant. Il n'a pas eu le temps de mettre la main sur la bombe. Au lieu de ça, Eve l'a tiré en arrière, l'a enlacé dans ses bras, et Détroit a cessé d'exister. Le téléphone de Véronica a sonné alors qu'elle se dirigeait vers la scène. Lod marchait à ses côtés, bourru et silencieux, jusqu'à ce que le bruit retentisse. À ce son, l'homme a souri. « Ils y étaient », a dit Lod, sa voix de charbon ardent perçant à travers la musique entraînante. « Mais ils ont échoué ? Sur toute la ligne, notre homme dit qu'ils ont disparu avant l'explosion. Enregistré ? Clair comme de l'eau de roche. » Véronica a hoché la tête. « Bon travail, utilisons-le. » Je lui ai déjà dit. Là, Véronica s'est arrêtée, la lumière blanche de la Soin se déversant dans le désordre des coulisses, fait de câbles, d'assistants de production et de fiches le mémoire. Elle a gardé le regard ferme, a esquissé une légère moue, mécontente, et a mis toute la froideur possible dans sa voix, exactement comme son père le lui avait appris. « Tu ne fais rien sans ma permission, Lod. » Le cow-boy n'a pas pris la peine de répondre autre chose qu'un sourire de chien battu. « Partenaire, Véronica. C'est tout ce que nous sommes, jusqu'à ce que j'aie ma part. Jusqu'à ce que nous ayons notre part. Tu as besoin de moi pour ça, plus que je n'ai besoin de toi. Ne l'oublie pas. » Lod a craché sur le côté, le glavio s'écrasant sur le sol. Une pauvre stagiaire l'a remarqué en passant, a légèrement verdi, mais a sagement gardé le silence. « N'oublie pas non plus, » a dit Lod, sa voix se faisant encore plus basse, « que je suis l'homme le plus mortel de cette planète. Tu me veux de ton côté, ma belle. Alors, sois gentille. » Ça, jamais. Mais elle a accompagné ces mots d'un sourire, le même qui avait donné à Véronica tout ce qu'elle désirait la plupart de sa vie. Elle l'a gardé jusqu'à la Saucenne, même lorsque les premières de rumeurs d'une catastrophe ont commencé à se répandre. C'était son moment, et Véronica Plyn n'allait pas le gâcher. Quelques dizaines de morts, quelques centaines de blessés, des statistiques qui passaient au second plan pendant que Talia regardait la grande télévision dans le salon de son oncle. La vaste maison d'Oscar, dans l'est d'Auckland, avait un luxe habité, souvent caché par les groupes d'hommes et de femmes armées qui déambulaient, allaient et venaient, ou se préparaient pour leur prochaine mission. Talia appartenait à la première catégorie, étant rentrée quelques jours plus tôt d'une mission d'escorte VIP de routine. Oscar l'avait invitée à dîner, une requête que Talia avait acceptée parce qu'on ne pouvait pas dire non, pas à une invitation qui signifiait généralement plus de travail, et Talia avait encore des dettes à payer. La source de ces dettes est de nouveau apparue à l'écran. Fad, avec le bras d'Ève sur son épaule, était qualifié d'inconnu. Il avait accosté le poseur de bombes avant que l'explosion ne se produise, et le journal télévisé supposait que Fad avait été réduit en atomes. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» lança Oscar,
assis sur un immense canapé d'angle marron chocolat. Ces divers hommes de main, tueurs et mercenaires, se tournèrent vers lui, l'air perplexe, le contenu de leurs verres s'agitant dans le mouvement. « Talia, notre petit fade n'étant pas mort, si? Non, peu probable. Il était près de la bombe, dit Talia, la langue pâteuse. Elle pouvait mentir 1000 fois à 1000 personnes, sauf à Oscar, l'homme qui l'avait élevé, qui lui avait donné le talent de prendre des vies, comme d'en sauver, lui arrachait la vérité. Je ne sais pas. Mais si, tu sais, il y a plus que des rumeurs, Talia, dit Oscar, gardant sa voix plus forte qu'elle n'aurait dû l'être, comme une annonce bourrue à ses hommes. Le monde n'est pas ce qu'on croyait, hein? Il se passe des choses étranges. Dehors. Talia répondit en prenant le whisky et les glaçons et en le descendant d'une seule traite. De toute façon, il était trop doux à son goût. L'amour d'Oscar pour les alcools de luxe rendait ses boissons fades. L'alcool avait meilleur goût avec une touche de caniveau. « Crache le morceau, tonton. »« Non, pas encore. » L'espèce de gros plein de soupe adressa un sourire étincelant, ses dents blanchies par tant de produits chimiques, au reste de la pièce. Considérez ça comme un avant-goût pour vous tous. De l'action se prépare. De bons contrats. Très bien payés. Alors, restez dans le coin, et vous ne crèverez pas la faim en bossant pour moi. Oscar laissa à son speech le temps de faire effet avant de les congédier, une tâche ardue, étant donné la taille de la pièce, sa hauteur sous plafond et son absence de porte. Les mercenaires firent tome de leur mieux, se dispersant dans les pièces attenantes. L'un d'eux monta le volume de la musique, passant d'un jazz lounge discret à une basse lancinante, suffisante pour brouiller toute écoute indiscrète. Oscar tapota le coussin à côté de lui et Talia s'y assit. Elle lissa son jean en s'installant, ajustant les 3 couteaux et le pistolet à canon court le long de ses cuisses. « Je ne peux m'empêcher de remarquer que tu n'as pas l'air si surprise, » dit Talia, le regard toujours fixé sur la télé. « Des murmures, c'est tout. De l'action en cours. Rien d'énorme. Tu n'appelles pas ça énorme? De vrais monstres auraient pu tuer des milliers de personnes là-bas. Ils ne voulaient pas un grand nombre de victimes. Ce n'était pas l'objectif. Oscar passe rapidement du grand patron frimeur au chef avisé d'une très bonne, quoique peu connue, entreprise de sécurité. Talia l'oubliait sans cesse. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, vraiment, dit Oscar, fronçant les sourcils lorsque la télé n'obéit pas comme par magie. Fad et cette femme, ils étaient là, mais ils ne sont pas parmi les morts. On ne le sait pas. Si, on le sait. Ça circule déjà sur tous les réseaux. Les gens essayaient de savoir qui ils sont, ce qu'ils tentaient de faire. Oscar donna une petite tape sur l'épaule de Talia. « Tu veux aller le retrouver? » En fait, vu l'heure, Talia ferait mieux d'aller retrouver JC. Même si Fad s'était tiré de cet attentat sans une égratignure, JC ne verrait probablement pas son père ce soir. Talia pourrait aller chercher à dîner. Elle pourrait bien choisir un film. Et qu'est-ce que cela disait sur elle? Que sa meilleure amie, en réalité, soit la fille de son ancien partenaire. Peut-être que ce milieu ne permettait pas vraiment de nouer des relations très amicales. Mais je ne peux pas te laisser faire, poursuivit Oscar, répondant à sa propre question. Il y a quelques heures, il n'y avait pas beaucoup de contrats pour tes talents. Maintenant, j'en ai un. Qu'est-ce que c'est? Notre connard préféré, Navarro. Il veut renforcer son service de protection. Talia lâcha une injure au nom de Navarro. Envoie quelqu'un d'autre. Non, il te veut toi. Uniquement toi. Oscar arbora de nouveau ce sourire à 1000 watts. Talia secoua la tête, puis s'arrêta. Soupira à la place. « Il ne veut pas de protection, n'est-ce pas ?» demanda Talia. « Demande-lui toi-même. Il essaie de payer pour tes compétences depuis l'attaque de Pline. J'ai toujours dit non,
Mais maintenant tu es la cis libre, et il n'arrête pas d'accepter mon prix. Ça te fait plaisir de fourguer ta propre nièce? La jubilation d'Oscar disparut derrière un regard plissé. Si ce connard te touche, ou fait la mauvaise suggestion, tu as ma permission expresse de lui offrir un aller simple pour le cimetière. Non, ton idée et la mienne sont les mêmes. Il veut ce que tu sais, et il paiera pour l'obtenir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi passer à l'action maintenant? Parce que ça, dit Oscar en montrant l'écran, c'est une opportunité. Ton petit Fade va avoir tout le monde à ses trousses, y compris moi. Navarro sait peut-être autre chose, il a peut-être une piste. Tu vas me trouver ces infos et te faire payer pour ça, en plus. Jamais tu ne trouveras meilleure affaire. J'en vois bien une ou deux. Alors tu me les présenteras quand celle-ci sera terminée. 50 000 la semaine, Talia. Ça commence demain. Les détails sont dans ta boîte mail. Oscar leva la main et claqua des doigts. La musique se coupa et Oscar ordonna de mettre un match de baseball à la télé. Le signal pour Talia de partir. Demain. Eh bien, au moins, ça voulait dire qu'elle pourrait voir JC. Malheureusement, Talia n'allait pas lui recommander de film. Ce soir, elles allaient m'en les parler boulot. Chapitre 17. La révolution du papotage. Le progrès devrait se faire par bond. Véronica avait commencé avec cette phrase et concluait sur le même sentiment, l'idée que l'humanité était maintenant au bord de quelque chose de bien plus grand qu'une autre publication scientifique, une autre petite augmentation de la mémoire ou de la vitesse des processeurs. Il était temps de briser l'incrémental pour embrasser l'historique. Elle ne récolta que peu d'applaudissements et beaucoup de confusion. Le public ne prêtait guère attention, les téléphones clignotant à travers l'auditorium sombre, tandis que les spectateurs s'assuraient que leurs proches étaient en sécurité et qu'une bombe similaire n'allait pas exploser ici. « Je m'en fiche », avait dit Véronica, après coup, à l'assistant, l'un des innombrables assistants de son père. L'homme avait réagi à l'accueil tiède du discours par un mélange équilibré d'insultes envers la foule et de compliments soufflés par Véronica, justifiant ainsi son salaire. Le but n'était pas qu'ils comprennent aujourd'hui, mais qu'ils réalisent demain. Le fait que l'assistant, plus préoccupé par le café à lui servir que par le sort de la société, ne comprenne pas n'était pas la principale préoccupation de Véronica. L'insistance de Lod pour que Véronica agisse vite, en revanche, l'était. Le jardinier finirait par remarquer, tôt ou tard, que les humains ne suivaient même pas docilement le chemin qu'il leur avait tracé. La créature passerait à l'action, et cette action pourrait aller de « Arrête !» Véronica balaya d'un geste les sombres prédictions à la voix rocailleuse de Lod, alors que le cow-boy remplaçait l'assistant, qui avait disparu pour aller chercher sa voiture pendant qu'il traversait l'hôtel en direction de la rue de San Francisco. « Je comprends ton urgence, vraiment, mais ça ne marchera pas si on cède à la panique. Tu crois que je ne comprends rien aux politiciens. La seule chose que tu comprends, ce sont les cibles, Lod. » L'homme eut un petit rire, et l'inquiétude qui le rongeait se dissipa. Si seulement le propre stress de Véronica pouvait s'évanouir aussi vite. « J'imagine que t'as fait ce que t'avais dit, » finit par répondre Lod. « Je te l'accorde. » Étant donné qu'elle lui avait fourni une nouvelle exigence, identité, des vêtements et un logement, bien que surveillé par des agents de Zero Point, Véronica se dit que Lod pouvait bien lui accorder un peu plus, mais elle ne dit rien. Au lieu de ça, elle sortit son propre téléphone de la poche de son blazer. Elle ouvrit ses contacts et, au milieu d'une flopée d'anciens amis de lycée, de noms agrémentés d'émojis et de souvenirs au ton sépia, Véronica fit défiler la liste jusqu'à un nom qui ne possédait rien de tout cela. « Sénatrice, » dit Véronica en suivant Lod à travers les portes, dans l'air frais et les bruits de la circulation. «
Je suppose que vous avez vu les photos? Une voix lasse, une voix qui avait dû être de fer, autrefois, mais qui était à présent cassante, lui répondit. En effet, il y avait une pointe d'indignation dans sa voix, le vieux sang voulant châtier la jeune fille qui avait osé appeler son numéro direct, son numéro personnel. Une suite de chiffres que la sénatrice avait donnés au père de Véronica quand il détenait les clés du vrai pouvoir. « Je peux vous dire ce qui se cache derrière, » dit Véronica. « Non, pas la bombe. Ça, c'est accessoire. Je parle du vrai secret, de la vraie menace. » Ces deux personnes? À peine des personnes. Sénatrice, ils sont plus proches de Dieu, et en ce moment, ils ne sont pas de votre côté. Un autre après-midi, une autre maison vide. JC laissa tomber son sac à dos et écouta le bruit lointain de l'autoroute, huma le même air venteux, et vit que tout était exactement là où elle l'avait laissé le matin même. Quand son père était à la maison, lui promettant qu'ils iraient dîner au restaurant ce soir. Il fut un temps où ses promesses étaient pontes et tenues, un temps où JC y croyait, mais c'était quand elle avait 5 ans. Maintenant, elle se contentait de secouer la tête, d'aller au frigo et d'en sortir un sachet de mini-carottes à grignoter. Une collation minable, mais comme Fade comptait sur elle pour faire les courses et qu'elle avait eu des devoirs. « Suis-je une connasse de blâmer mon père ?» demanda JC à la photo accrochée au mur, qu'il a montrée avec sa mère, son père, elle-même potelée de graisse de bébé. Il est censé sauver le monde. Mais, franchement, ce n'était pas une question de pensée rationnelle. C'était une question de carottes croquantes et de solitude. La motivation qu'elle avait accumulée à l'école ce jour-là, celle de sortir et de se chercher un meilleur destin, commença sa lente érosion quotidienne face au confort relatif de la navigation sur les réseaux sociaux, d'un film et d'une pizza commandée avec la carte de crédit de son père. Celle qui était financée par une divinité extraterrestre avec un compte en banque infini. JC pouvait monter à l'étage tout de suite, se changer et aller courir, puis prendre cette pizza au pepperoni, avec des piments bananes, toujours, et cocher le prochain film de sa liste. Les comédies des années 90, ce mois-ci, une partie d'un calendrier qu'elle et Talia avaient conçu pour que JC reste saine d'esprit, pendant que son père envoyait son poing dans la figure des méchants, ou un truc du genre. Les sombres sous-entendus de cette pensée trouvèrent dans leur égal lorsque le téléphone de JC vibra. Elle le prit sur la table, ses dents croquant une carotte, et vit le nom de Talia. « Besoin d'une copine de canapé ?» demanda JC. « C'est autour de Clueless. Tu avais dit que c'était bien. »« Un classique, » répondit Talia, un bourdonnement en arrière-plan, suggérant que l'appel venait d'une voiture, mais je pensais à quelque chose de différent. « Une glace? Un ciné? Oscar t'a encore donné des places de basket? »« Si seulement. Prépare-toi, j'arrive dans 20 minutes. »« Prête pour quoi? »« Un boulot. » Fad s'était promis que si le transfert vers le bosquet et ses tours de pierre blanche et froide venaient un jour à le lasser, il abandonnerait le jeu. Lui et Eve, cette dernière lui servant d'amorti bienvenu, dégringolèrent dans la petite salle d'entrée de la Terre. Une légère chaleur persistait sur le visage de Fade, signe de ce à quoi il venait d'échapper de justesse. « Bouge !» grogna Eve sous lui, et Fade roula sur le côté, sur la même pierre blanche, immaculée, grâce à un quelconque revêtement qui dépassait, selon toute vraisemblance, l'entendement de Fade. « Merci. Je crois que c'est plutôt à moi de te remercier. » Fad se releva et confirma que la pièce n'avait pas changé. Pas de fenêtre, juste de simples murs en pierre blanche et une unique porte, une décoration digne d'un asile, une porte à la taille parfaite pour des humains, bien que le bosquet fût une ménagerie d'espèces, un palais conçu pour des sauveurs élus. « Tu peux me remercier en évitant de nous faire tuer, » dit Eve en s'inspectant pour vérifier qu'elle n'avait aucune brûlure. « Je n'essaie pas de faire ça.
Le type avait une bombe sous son pull. Anticipe, Fade. Eh, ça vaut aussi pour toi, rétorqua Fade, l'adrénaline initiale de la surveillance, de la poursuite et de la mort, évitée de justesse de la journée, ayant bien fait tourner son humeur au vinaigre. C'est toi le mentor ici. Yves ne mordit pas à l'hameçon et se contenta de passer devant Fade pour sortir. Fade, lui lançant un regard interrogateur qui passa inaperçu, la suivit. Leur pièce donnait sur un anneau circulaire entourant un grand espace ouvert. Différentes portes étaient lianées réparties sur le cercle, avec des hauteurs, des largeurs et des modes de fonctionnement variables. La leur avait un simple panneau à pousser. Fad en vit une avec ce qui ressemblait à un système de poulies, une autre avec un gros bouton rond sur le sol à son entrée. Il fallait de tout pour faire tourner le monde. « Nous devons parler à l'audience », dit Eve en posant ses mains sur le plat de la balustrade en pierre. Ce n'était pas un simple attentat. « Oh, tu crois ?» Le regard d'Eve fusa vers Fade, l'avertissant que ce n'était pas le moment pour ses sarcasmes habituels. Son visage, frappé par la douce lumière blanc-bleu, venue d'en haut, prenait un aspect différent, une pointe d'inquiétude sur ses lèvres fines, ses yeux durs, ombrés d'un réel souci. Pourtant, Eve avait une apparence presque artificielle, une apparence que Fade commençait lui aussi à adopter, une peau si lisse qu'elle semblait cirée. Le bosquet n'était pas seulement rempli d'air, toutes les espèces ne se souciaient même pas de l'oxygène, mais il était aussi doté d'une nanotechnologie spéciale qui ne donnait pas à Fade ce dont il avait besoin pour vivre, mais ce dont il avait besoin pour s'épanouir. Rides, cheveux gris et toutes les maladies cachées au fond de ses entrailles se verraient excisées. Son ADN ramené à sa forme parfaite. Eve était ancienne et son absence totale de goût vestimentaire en était la preuve. Fad ne ferait pas ses erreurs, mais il ne pouvait s'empêcher de fixer la preuve de cette santé immaculée, impossible, qui se tenait devant lui. « Quoi ?» demanda Eve. « Désolé, j'étais distrait, » répondit Fad. « Cet endroit me perturbe, parfois. » « Ça ne s'arrêtera pas. » Eve esquissa un sourire. « Et c'est probablement une bonne chose. Tu ne serais pas le premier ratisseur à en tomber amoureux. » Amoureux ? La sensation. C'est grisant, non ? Tous ces problèmes qui s'évanouissaient, le genou douloureux, le mal de crâne, l'aft près de sa langue, ramenés à la perfection. Ouais, Fad comprenait que ce puisse être difficile de renoncer à ça, ne serait-ce qu'une minute. Eve n'attendit pas de réponse et bascula par-dessus la balustrade pour se laisser tomber. Fad, sifflotant un vieil air, la suivit. La chute serait rapide, se terminerait par une réception contrôlée, et il se retrouverait à nouveau debout à côté d'Eve et de sa silhouette bien trop lisse. Elle le lui avait sauvé la vie, encore. Peut-être qu'une chose pareille pourrait faire fondre même son vieux cœur. Talia apporta des tacos, l'accompagnement parfait pour un complot. Toute idée de conversation anodine s'évanouit lorsque JC ouvrit la porte d'entrée de la modeste maison d'Oakland, avec une expression à mi-chemin entre la fureur et la peur. Ce soir, on n'allait pas badiner sur les garçons, les facs et les idiots des réseaux sociaux. « J'en ai fini avec tout ça », dit JC en jetant un regard méprisant au sac à dos affalé près de la porte, son contenu toujours à l'intérieur. Talia retira sa veste en la secouant, ignorant le poids de plusieurs armes en totale infraction avec les lois locales, et essaya de formuler une réponse diplomate. « N'essaie même pas », dit JC en croisant férocement les bras, non sans avoir d'abord récupéré le sac et les tacos qu'il contenait. « Je vois bien ce regard. C'est le masque de parent sévère que toi et Fade mettez tout le temps. Tu sais qui ne fait pas ça? Yves, elle me traite d'égal à égal. Yves a quelques centaines d'années, JC. Yves est probablement ravi que la société ne veuille plus la cantonner à la cuisine. Ne la critique pas. » JC sembla douter de ses propres mots, de ce qu'elle voulait en dire, et se tourna plutôt vers le sac. «
T'en as pris combien? Il y a du chorizo? Ça dépend. Talia lui arracha le sac, les entraînant toutes les deux dans une cuisine trop propre pour Fade. Tu vas décider que je ne suis pas ton ennemi? Ça dépend s'il y a du chorizo dans ce sac. Il y en avait, et quand Talia sortit le guacamole, le feu de JC s'apaisa encore davantage. L'espace d'un instant, la peur et la colère face aux manigances de Fade s'évanouirent sous les coquilles de tacos durs et les sauces dégoulinantes. « Tu penses qu'il est encore en vie ?» dit JC en se léchant les doigts, après avoir fini la dernière bouchée de son repas. « Tu ne serais pas comme ça, sinon. Tu as vu les photos. Partout. Tous les idiots en ligne essaient de deviner qui était mon père et ce qu'il faisait. Bienvenue dans la vie moderne. » Talia se renversa sur sa chaise, jeta un bras par-dessus le dossier et lança à JC un regard qui signifiait « Revenons aux choses sérieuses. » Alors, tu arrêtes l'école. Tu t'engages dans l'armée ou un truc du genre? Très drôle. Tu sais ce que je veux. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je demande. Je veux y retourner, au bosquet, faire partie de tout ça. Quoi? Pour faire ce que fait ton père? T'attaquer à des gens dangereux, sans savoir pourquoi, au gré des caprices d'une créature étrange digne d'un documentaire de seconde partie de soirée? Ça a l'air plus amusant qu'une autre interro surprise et qu'un nouveau dossier d'admission à remplir pour la fac. Jusqu'à ce que les balles commencent à fuser. Talia a grincé des dents en disant cela. Elle n'avait pas eu l'intention d'orienter la conversation dans cette direction, du moins pas si vite, mais les plans avec JC avaient hier tendance à tomber à l'eau dès que son instinct protecteur entrait en jeu. Elle avait voulu venir ici, tâter le terrain auprès de JC sur la position de son père, afin qu'elle puisse le forcer à ouvrir le bosquet. Donner à Talia une chance d'obtenir un badge, ou peut-être une information discrète à refiler à son oncle, et le profit qui découlait du désastre qui était son gagne-pain. Au lieu de cela, elle voyait d'une lycéenne qui avait passé trop de nuits sans son père, trop d'années sans sa mère. « Je sais », a marmonné JC, les yeux rivés sur ses mains sous la table. « C'est tout ce que je vois ces derniers temps. Je marche, tu vois, et il y a une ombre, et c'est ce foutu chapeau de cow-boy, où j'entends un bruit la nuit et je dois lutter contre l'envie de me cacher sous le lit, comme si j'avais 5 ans. Et tu veux t'en rapprocher? M'enfuir n'a servi à rien, Talia. Fade a essayé de me convaincre de faire une thérapie, mais tu sais ce qui se passe quand tu essaies de dire à quelqu'un qu'un cow-boy venu d'une autre époque t'a défoncé la poitrine avec un pistolet? Tu pourrais peut-être t'en tenir à la blessure par balle et laisser tomber le reste. Ça ne m'intéresse pas. Le remède, ce n'est pas de parler à quelqu'un sur un divan. C'est de me lancer, de trouver un but et d'agir. Fad ne me donne pas ça, et le lycée encore moins. Alors il me faut quelque chose de nouveau. Il n'y a que 2 ratisseurs, pas une ratisseuse. Je trouverai autre chose à faire là-bas, quelque chose d'important. Je suis sûr qu'il y a... La voix de JC s'est éteinte, et elle a secoué la tête. Il doit y avoir autre chose. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus supporter ces conneries de vie ordinaire. Je sais. Quoi? Talia a esquissé un léger sourire. Comme je te l'ai dit au téléphone, je ne suis pas là juste pour les tacos, JC, même si un peu de drame de lycée ne m'aurait pas dérangé. Ça me change de ma propre vie, tu sais? JC a reniflé. Contente d'avoir pu t'être utile. Tu l'as été, mais je pense que tu as raison. Ce n'est pas ta faute, mais on t'a arraché ta vie ordinaire. Il est temps de te réinventer, de devenir quelqu'un de meilleur. C'est quoi ça, un discours de motivation? Une proposition. Fad va revenir, et quand il reviendra, on va lui tendre une embuscade. Répète un peu voir, parce que j'ai l'impression que tu parles d'attaquer mon père. Pas attaquer, persuader. Tu veux entrer dans le bosquet? Je veux quelqu'un à l'intérieur. Talia en a dit un peu plus. Le travail lucratif de protection de Navarro, bien qu'elle ait omis son nom. L'aspect commercial,
de savoir à tout moment qui les ratisseurs avertent dans leur ligne de mire. Profiter du déclin de la civilisation pour faire du profit, c'est assez moche, a dit JC à la fin. Je ne suis qu'une gamine, et même moi, je peux le voir. Pas seulement pour le profit, pour notre survie, à moins que tu ne penses que traîner avec une bande d'extraterrestres dans le bosquet va payer ce crédit immobilier et te mettre à manger sur la table. Ils ont de la nourriture dans le bosquet. Quoi, tu vas vivre là-bas, dormir là-bas, prendre ta douche avec une créature poulpe venue de l'autre bout de la galaxie? Dégueu. Mais tu vois où je veux en venir. Ce que mon oncle a ici, ça nous mettra à l'abri pour le reste de nos jours, sans plus jamais voir une seule balle siffler dans notre direction. Ça n'aide pas, mon père. Talia a laissé son sourire s'élargir. Mais si, JC, ça l'aide, Fad n'aura pas besoin de le faire lui-même. On laisse entrer les bonnes personnes, et mon oncle connaît les bonnes personnes, et ses problèmes seront résolus sans que Fade n'aide jamais à prendre un seul coup. Tu vas sous-traiter le sauvetage de la planète? Je vais nous garder tous en vie, JC. Tu marches? Les couvertures traînaient sur le canapé crème, le repas taille à emporter était étalé sur la table basse. Les nouilles avaient fait des taches, mais quelqu'un passerait le lendemain matin pour nettoyer. Véronica s'est imprégnée de l'odeur de soja en se dirigeant vers la porte-fenêtre pour la verrouiller. Le parfum lui rappelait la maison, son ancienne maison, en tout cas, celle où elle avait vécu, organisé ses propres fêtes et qu'elle avait gérée seule sous la surveillance superficielle des gardes du corps de ses parents. Eux aussi étaient manches et partis maintenant, remplacés par des professionnels sans visage de point zéro. Apparemment, Véronica Plynn était à présent une véritable cible. Elle a pris son téléphone, sortant sur un balcon imprégné des bruits de la ville d'Oakland. Les lumières s'étalaient en bas de la colline vers la baie et, de l'autre côté, le scintillement infini de San Francisco. Un pull en cachemire s'est avéré être un bon compagnon et elle l'a resserré contre elle. La large rambarde offrait amplement d'espace pour des verres, si Véronica en avait eu envie. Un sourire lui est venu. À 18 ans, Véronica pouvait se faire trouver et livrer n'importe quel alcool, n'importe quelle drogue qu'elle désirait. Combien de ses camarades de classe auraient gagné tout donné pour ça? Son téléphone le lui a rappelé. Des applications illuminées par l'écran d'accueil avec des questions, des pensées en suspens et des photos qu'elle aurait autrefois fait défiler, aimées et critiquées avec un plaisir malicieux. Ses amis, toujours coincés dans cette ancienne vie, faisaient exactement ça en ce moment même. Facile, juste pour un petit instant, de s'y plonger pour un balayage ou deux, un tapotement ou trois. Des amis souriants à une fête le week-end dernier, un garçon qui avait plu à Véronica, obtenant enfin sa première guimbarde pour se déplacer en ville, et un sondage démolissant la nouvelle sélection de biscuits de la cafétéria comme manquant cruellement de snickerdoodle. Elle a donné son pouce levé à tout ça. Le manque de snickerdoodle était clairement un crime, et s'apprêtait à s'arracher à son écran quand un nouveau message est apparu. « Tu es vivante ?» La discussion venait d'une vague amie, une fille avec qui Véronica avait partagé des cours et, vers la fin, un long projet de groupe sur les pyramides. La réponse de Véronica est venue rapidement, ses doigts tapant sur les touches conformément à ce que son équipe de relations publiques lui avait dit. Rien n'était encore réglé, ne pas lancer de rumeurs, calmer tout le monde. « Tu n'as pas vu mon intervention ? Que l'une de ses anciennes camarades de lycée n'ait pas regardé une conférence pour investisseurs n'avait rien de très surprenant, mais cela toucha néanmoins un point sensible chez Véronica. Ses actions, aussi médiatisées fussent-elles, dépassaient dans son ancien milieu. Quelle intervention! Tout le monde dit que tu es parti. Désolé pour ton père, au fait. Toujours là, toujours en train d'encaisser. Je sais qu'on n'était pas proches, mais bon,
Si tu as besoin de quoi que ce soit. Besoin de quoi que ce soit. Véronica balaya du regard la grande maison. Une allée et un portail, surveillés 24 heures sur 24 par Zero Point. Des assistants prêts à lui obtenir tout ce qu'elle voulait. Et puis merde, un cow-boy monstrueux sorti d'une autre époque dormait dans sa chambre d'amis. De quoi pouvait-elle bien avoir besoin? D'un câlin? Véronica éclata de rire. Ça va aller, merci d'avoir écrit. Bonne soirée. Trop guindé, trop formel, mais le ton ferait l'affaire. Créer un peu de distance. Véronica observa son téléphone pendant 1 minute, attendant que les petits points apparaissent pour indiquer qu'une réponse arrivait, mais l'écran resta vide. Une autre âme gardée à distance. Son père aurait été fier. Ou peut-être aurait-il simplement compris. Était-ce ainsi que Christopher Plyn s'était retrouvé si seul? En repoussant tout le monde, une conversation à la fois? Véronica glissa de nouveau son téléphone dans sa poche. Elle se repassa le programme du matin. La sénatrice serait au bureau à la première heure et, autour d'un café, elles élaboreraient un plan d'intervention gouvernementale. Des ressources massives à disposition pour un badge, un trou et un voyage vers un autre monde. Peut-être qu'ils trouveraient son père là-bas. Peut-être qu'ils y trouveraient 1 000 de miracles. Quoi qu'il en soit, Lod pensait que cela déclencherait un combat qui mènerait à un changement radical. Toutes Simdoti et Lumière, les villes qu'elle aimait depuis sa naissance, briseraient dans leur chaîne. Ou alors le jardinier, le nom que Lod donnait à la créature, au cœur de tout cela, réduirait tout en cendres. Son téléphone vibra. Véronica le sortit. Elle vit un nouveau message. « Toi aussi. Prends soin de toi, Véronica. Un bon conseil. » Il se faisait tard après une longue journée. Elle rentra, referma la porte et jeta un œil au lit de son père, dans son état immaculé. Elle alla sur le canapé, remonta la couverture sur ses épaules et tenta de se replonger dans un passé doux et chaleureux. Chapitre 18. Besoin de sécurité. Pour une table tout droit sortie de films de science-fiction ringards, l'audience était bien trop menaçante. D'un blanc cristallin, assez grande pour accueillir 6 humains, l'audience pour la Terre se trouvait près du centre de l'immense cour du Grove. L'espace métaphysique, que Fade ne comprenait pas et qu'Eve ne prenait pas la peine d'expliquer, ressemblait un peu à un château médiéval flottant au milieu de nuages infinis. Le Grove n'était pas peuplé de chevaliers égarés ou de fées mystiques, mais de créatures qui menaçaient d'or de faire imploser le cerveau de Fade. Il y avait des blobs grande gueule, des roues à 20 bras, des serpents pâteaux avec des poils au lieu d'écailles, et des bêtes flottantes qui dérivaient en expulsant un gaz fleuri, tels des ballons verts mousse constellés de clous. Et ce n'était là que les premières créatures devant lesquelles Fad et Eve sont passés en se dirigeant vers leur audience, à 1 heure où l'horloge locale d'Auckland approchait minuit. Ils avaient perdu du temps à laisser les miracles invisibles du Grove les soigner et à utiliser le portail pour retourner en vitesse sur Terre, afin de récupérer des burritos de fin de soirée et permettre à Fade d'envoyer quelques textos cruciaux, notamment pour dire à JC qu'il ne rentrerait pas ce soir. Le mensonge, les excuses, lui venaient de plus en plus facilement. Au début, quand la petite était plus jeune, la dépendance de Fade à une armée de babysitters lui donnait l'impression de faillir à son rôle auprès de JC. Il tabassait un voyou, déposait un colis sécurisé ou retrouvait Talia pour un dernier verre après avoir lavé le sang de ses vêtements, et réalisait qu'une adolescente furieuse, bien après l'heure convenue, attendait à la maison avec sa fille. Au moins, maintenant, JC était plus âgée, capable à la fois de prendre soin d'elle-même et de profiter de sa vie de lycéenne sans que Fade soit toujours sur son dos. Elle adorait probablement ça. Elle pouvait aller à toutes ces fêtes. « Prêt ?» demanda Eve, ramenant brusquement Fade à la table devant eux.
Son centre était d'un bleu profond, comme un océan de saphir. Si Fade posait une assiette dessus, la surface la soutiendrait comme n'importe quelle autre table. S'il lui posait une question, « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda Fade à la table. La surface a frémi. La manière qu'avait l'audience de déchiffrer le sens réel de sa question, alors que les enceintes intelligentes de sa maison et de son téléphone nécessitaient dans des explications explicites et détaillées, restait un vague miracle. Comme tout le reste dans le Grove, il valait mieux supposer que le jardinier et sa sagesse infinie, ses prouesses technologiques et son mystère dépassaient tout simplement l'entendement de Fade. Tant que le jardinier continuait de faire couler les virements, Fade continuerait de faire cette supposition. Du moins, jusqu'à ce que les approximations de l'audience le mènent trop près d'une bombe. L'agent corrompu que Fade et Eve avaient donc traqué a fait surface sur le côté gauche de la table dans un dégradé de blanc bleuté. Le nom de l'homme et des détails le concernant se sont étalés sur le reste de la surface, accompagnés de gros titres de presse sur l'attentat. Plus d'un article désignait Fade et Eve comme de mystérieux intrus. Ils avaient déjà discuté de ce développement pendant le dîner, et Eve l'avait rejeté comme une énigme insoluble à l'ère numérique de l'humanité. « Nous continuerons d'être une énigme insoluble », avait dit Eve entre deux bouchées de son délicieux gratin de macaronis au fromage et au buffalo. Préparé, si Fade avait bien compris, non pas avec de vrais ingrédients, mais avec des protéines et des minéraux filés destinés à en imiter le profil de saveur et conçus dans les profondeurs fantasmagoriques du Grove. Le monde passera à autre chose quand ils ne trouveront aucune réponse. Sauf que je suis une vraie personne. Quelqu'un finira par nous trouver, JC et moi. Le jardinier peut nous aider à créer un alibi si besoin. On te verra sur la caméra d'une épicerie au même moment, où nous trouverons des amis qui déclareront que tu étais chez eux. C'est audacieux de ta part de supposer que j'ai des amis. Eve avait ri. Tout le monde a des amis si on a assez d'argent pour se les payer. Ce sentiment que les ressources illimitées du jardinier faisaient tomber toutes les barrières était doublement évidente avec l'audience. Eve a demandé à la table, la machine, l'organisme. Fad n'était pas certain de sa nature exacte, de creuser davantage. L'agent corrompu avait un acheteur, un commanditaire. Eve et Fade étaient donc d'accord pour dire que des choses comme un attentat à la bombe sauvage n'arrivaient pas en vase clos, et l'audience s'est empressée de leur montrer qu'ils avaient raison. Les articles de presse ont disparu, remplacés par des virements bancaires, des enregistrements audio, d'appels téléphoniques et les relevés GPS de l'agent. L'audience a forcé les mots de passe et les cryptages de tout cela sans le moindre effort. Une démonstration de dominance cryptographique qui aurait fait vomir en chœur tous les Black Hats de la Terre. Malgré toutes ces données, la réponse s'est avérée évidente. Fad a grogné, tandis qu'Eve hochait la tête. « Les États-nations, dit Eve. Depuis un siècle, la source des plus grands risques pour l'humanité tend à s'éloigner des individus pour se tourner vers des gouvernements entiers. » Elle parlait comme une conférencière, adoptant le ton de son mentor, et toute interruption n'aurait attiré qu'un regard désapprobateur. L'échelle de dévastation a tellement augmenté. Le risque relatif pour tout le monde face à une nation renégate dotée de l'arme nucléaire est bien plus élevé que celui posé par un homme avec une mitrailleuse. Donc on essaie de contrecarrer les acteurs individuels encore et encore jusqu'à ce que le mauvais gouvernement s'effondre. Ça a déjà fonctionné. Les guerres mondiales, la guerre froide. Nous tenons bon jusqu'à ce que le reste du monde fasse son travail. Tu es tellement nulle pour les discours héroïques, Eve. Il me faut plus de motivation. Tant pis. Eve a tapoté le rebord de la table. C'est qui le suivant? L'audience a frissonné, effaçant l'agent et son infâme employeur. La table, la créature,
a hésité un long moment, la surface bleu profond semblant tourbillonner. Lorsqu'elle s'est stabilisée, le visage qui reposait au milieu n'était pas celui d'une photo d'identité, ni celui d'un tueur endurci ou d'un politicien aux tendances homicides. C'était celui d'une jeune fille souriante que Fade connaissait parce qu'il avait dû la kidnapper il n'y a pas si longtemps. « Ce n'est pas sérieux », dit Fade à la table. « L'audience ne plaisante pas », répondit Eve, sa voix se voilant d'une douce tristesse. « C'est la prochaine cible. Veronica Plynn, 18 ans, connue pour ses fêtes déjantées et, apparemment, la plus grande menace pour l'humanité. Vendre l'incroyable. Un mantra probablement répété par les charlatans et les médiums depuis des millénaires, que Veronica avait fait sien alors qu'elle se frayait un chemin à travers la Réunion. Lod se tenait à ses côtés dans la petite salle de conférence, tous deux face à une sénatrice sceptique et une petite armée d'assistants. Chaque étape soulevait des questions, allant des plus légitimes, ce qu'elle disait semblait absurde, aux plus condescendantes. N'avait-elle pas tout juste 18 ans? « Mon père a préparé tout ceci, » répondit Veronica à cette dernière question, vers la fin de la présentation. Les mots lui brûlèrent seuls à la langue, mais Lod avait eu raison de le suggérer. Christopher Plynn, génie excentrique, conférait une crédibilité qui manquait à une lycéenne. C'était là tout son travail, avant sa disparition. La sénatrice, une femme ambitieuse sans grand héritage politique, en quête d'un coup d'éclat, détail qui en avait marre fait la cible parfaite pour la requête de Veronica, hocha la tête, comme si tout le discours précédent sur un extraterrestre, hyper intelligent aux allures de Dieu, déployant des duos dynamiques à travers la galaxie, devenait soudain aussi simple à avaler qu'une lettre à la poste. Son entourage s'anima soudainement à ce geste, les assistants faisant fuser des noms et des idées, montant les personnalités politiques les unes contre les autres, comme Veronica aurait pu le faire avec les cliques de son ancien lycée. Sur qui pouvait-on compter? Qui pourrait s'opposer? Et comment faire basculer les opinions de leur côté? « Ne les perds pas, » murmura Lod à côté d'elle. L'ancien ratisseur avait abandonné son déguisement de cow-boy pour la réunion, s'autorisant un bouc noir, respectable, et un costume sobre et ajusté. L'ensemble moulait sa carrure solide, Lod étant toujours le modèle de la forme physique brute, rehaussé d'une menace dans son regard dur. « Attaque. La persuasion n'était que la première étape, » annonça Veronica, s'attirant des regards à la fois confus et intrigués. Que ce dernier vienne de la sénatrice, rayonnante d'ambition, donna à Veronica une bonne impulsion pour continuer. Attaquer, en effet. Une fois que nous aurons notre soutien, et c'est une question de quand, pas de slacht et si, la question sera de savoir quoi en faire. Un assistant, un jeune homme qui ne semblait pas beaucoup plus vieux que Veronica elle-même, commença à débiter des absurdités sur des comités, des lois, et vit sa proposition balayée d'un geste avant même la fin de sa deuxième phrase. « Vous avez une idée en tête ?» dit la sénatrice en se tournant de nouveau vers Veronica. « Ou plutôt, votre père avait un plan. Mon père a vu une opportunité. Il avait raison. » « Une opportunité ?» Christopher Plynn cherchait les bons en avant. Des moments qui pouvaient apporter un progrès massif à l'humanité dans son ensemble. Si c'était vraiment son père qui avait parlé, Veronica se dit qu'il aurait ajouté un mot sur les profits lollis massifs que ces mêmes bonbons pouvaient générer. Ce qui se cache derrière les badges est exactement cela. Une simple fraction de ce qui existe là-dehors pourrait refaire notre monde. Une longue vie, une santé infinie, la capacité de tout créer indépendamment des matières premières. Nous pourrions mettre fin à tous les problèmes. Que tout cela soit vrai n'avait pas d'importance. Lod avait laissé entendre que c'était le cas, et Veronica était trop engagée sur cette voie pour flancher sur des détails techniques. Les SMS lui revinrent en mémoire, une vie déjà trop loin, seulement aller de l'avant.
Mais cette créature n'est pas du genre à donner, dit la sénatrice, jouant le jeu. Ce qui signifie que vous croyez que nous devons le prendre. Les règles sont claires. L'extraterrestre a l'intention de nous diriger vers la conclusion qu'il désire. Si nous voulons suivre notre propre voie, il veillera à notre destruction. Des murmures, des regards échangés. Véronica n'avait pas mentionné la menace dans sa présentation. Elle l'avait gardée pleine d'espoir, d'intrigue. Son père lui avait au moins appris ça. Les plonger dans une délicieuse illusion, puis saupoudrer le tout de peur pour inciter à l'action. S'engager ou passer à côté. Ou pire, perdre ce que l'on a déjà. Lod, à côté d'elle, tapota sa jambe de la main droite. Il était temps de les faire basculer. De plus, dit Véronica, balayant la pièce du regard pour captiver tout le monde, ils savaient déjà que nous sommes en train de parler. Les ratisseurs vont venir, et ils ne font pas de prisonniers. Elle se reconcentra sur la sénatrice. Nous avons déjà tiré le premier coup de feu, sénatrice. Il était maintenant temps de gagner la guerre. Elle s'était attendue à une explosion d'activité, des appels à l'armée, au FBI ou à une force gouvernementale secrète chargée de gérer les menaces extrêmes. Véronica s'était imaginé qu'elle pourrait finir la journée en discussion avec les chefs de chaque nation de la planète, poussant l'humanité à un effort commun contre les ratisseurs, le bosquet et son jardinier. « Où nous faisons la paix », répondit la sénatrice, ses doigts tambourinant sur un dossier noir. « Vos paroles sont une chose, les idées de votre père. Peut-être pouvons-nous conclure un accord avec cette créature, recevoir ses innovations, si elles existent, et personne ne finit dans un sac mortuaire. Vous avez dit que ces ratisseurs essaient de nous garder en vie. À mon avis, ce ne sont pas nos ennemis. »« Si, ils le sont, » dit Lod, jetant un froid dans la salle. Le jardinier n'est pas intéressé par un accord. Il croit connaître le chemin que vous devez emprunter. Et par conséquent, vous devriez poser le pied sur une pierre après l'autre en une ligne parfaitement droite. Trébuchez, essayez de prendre votre propre chemin, et il vous verra effacé. On ne conclut pas d'accord quand on a un pistolet sur la tempe. Si vous ne pouvez pas éviter la balle. La sénatrice reporta son regard sur Véronica. Je pensais que cet homme était votre garde du corps. Un peu plus que ça, dit Lod, arborant ce sourire de duelliste, prêt à faire couler le sang. J'ai été un ratisseur, autrefois. J'ai vu l'envers du décor. C'est sanglant là-bas, et ça va bientôt être sanglant ici. Le jardinier n'aime pas qu'on parle de lui, il préfère tirer les ficelles dans l'ombre. Comme je l'ai dit, le pistolet est sur votre tempe, les enfants. Vous ne pouvez pas esquiver la balle, alors vous avez intérêt à tirer les premiers. Encore des regards échangés avant que la sénatrice ne s'éclaircisse la gorge. Elle posa la question que Véronica attendait. Elle cliqua sur la télécommande et l'écran derrière elle passa à la diapositive suivante. On y voyait une maison agréable, bien que peu luxueuse, accompagnée d'un homme souriant à un match de baseball. « Voici Faden Vance, » dit Véronica. « Si on lui demande gentiment, il nous ouvrira la porte. Si le jardinier et sa super-intelligence extraterrestre pouvaient résoudre le problème des embouteillages sur le Bay Bridge, Talia se dit qu'elle se rangerait volontiers de son côté, après avoir persuadé JC de continuer la comédie de l'école jusqu'à ce que les détails puissent en être réglés. Elle était partie pour répondre à la demande de son oncle et gagner un peu de fric de Navarro. Cela signifiait un trajet en voiture jusqu'au centre-ville de San Francisco, un créneau serré dans un parking rempli de véhicules bien au-dessus de ses moyens, et une marche glaciale jusqu'à un gratte-ciel. Un café et un donut rendirent pour le passage du détecteur de métaux et le long trajet en ascenseur supportable. Et Talia sentit son moral remonter quand Navarro lui-même sortit pour l'accueillir. L'homme d'affaires, et, pour ceux qui le savaient, le gangster attitré, avait le lustre de ceux qui ne sont pas nés riches
mais se sont frayé un chemin jusqu'au sommet à la force du poignet. Une certaine rudesse se devinait sous son regard perçant et son costume bleu marine, si impeccable qu'il semblait sortir de chez le tailleur. Son corps efflanqué paraissait toujours en mouvement. Navarro ne conduisit pas Talia à un bureau d'angle, mais plutôt dans une petite salle de réunion sans fenêtre. À l'intérieur, il y avait une table pour 6, avec de l'eau et du café en son centre. Les murs étaient d'eau d'un crème fade, et Talia inspecta l'endroit comme à son habitude, à la recherche de caméras visibles, mais n'en vit aucune. « C'est sécurisé », dit Navarro, seul avec elle. Son ton n'avait plus rien du guide touristique désinvolte qu'il avait adopté pendant qu'il venait jusqu'ici. Les questions sur sa famille, la météo et son choix de beignets, noisettes, se dissipèrent sans transition, remplacées par un geste lui indiquant une chaise à l'autre bout de la table. Navarro se posta près de la porte. « Il y en a quelques-uns ici qui savent de quoi nous allons parler, mais je me suis dit que garder le secret sur la fin du monde était la meilleure chose à faire. » « La fin du monde ? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Fin et destruction, ce n'est pas la même chose, Talia. Vous voilà bien cérébral pour 9 heures du matin, Alec. Pour ce que je vous paie, je parle comme je veux. » L'homme désamorça ses paroles d'un sourire sincère. Il se gratta le dessous du nez. Un écho de vieilles habitudes. « Je voulais acheter Fade. Si votre oncle n'était pas intervenu, nous ne serions pas là. On dirait qu'il a pris une décision commerciale judicieuse. Ça n'a pas d'importance. Rien de tout ça n'en a. » Alec se reprit, estompa son sourire et leva un doigt. « Maintenant, revenons en arrière. Il y a une raison pour laquelle nous ne sommes que vous et moi dans cette pièce, Talia. Je veux que nous nous fassions confiance, que nous soyons partenaires. » Talia eut envie de croiser les bras, de prendre un air renfrogné, mais elle se retint. Elle resta cordiale. L'existence du bosquet rendait le paiement scrupuleux du loyer, des impôts et des factures un peu vain. Mais jusqu'à ce que la société bascule dans l'utopie extraterrestre, elle aurait besoin de garder de l'argent sur ses comptes. De plus, d'après cette entrée en matière, Alec Navarro n'était peut-être pas si éloigné de ses propres idées. Pas de répartie, pas de déclaration enflammée comme quoi mes efforts pour acheter Fade vous ont détourné de moi. Je suis là, n'est-ce pas? Alors vous êtes ouverte à un arrangement? Vous payez mon oncle et moi pour assurer votre sécurité. C'est ça, l'arrangement. Un hochement de tête, une marque de compréhension. Savez-vous ce que la fille de Pline a manigancé? Talia Silla. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas pensé à Véronica. Les Pline avaient en point zéro dans leur poche. Nul besoin des services de son oncle. Certes, le père avait joué avec les mauvaises personnes et avait disparu, mais il a tendance à arriver des bricoles aux mauvaises personnes. Elle est en réunion à l'heure même où je vous parle, continua Alec. Une sénatrice, quelqu'un qui a du pouvoir. Elle offre encore plus. Devant le regard curieux de Talia, Alec lui exposa la situation, des détails fournis par des employés de Pline déconcertés et inquiets, qui se demandaient ce qu'il adviendrait de leur carrière après la disparition de leur patron. Placer une lycéenne à la tête d'une entreprise énorme, même si le rôle de Véronica était plus cérémoniel que crucial, modifiait les loyautés, créait des ouvertures que quelques dollars pouvaient exploiter. « Je ne sais pas encore tout ce qu'elle dit, ni tout ce qu'elle a, » conclut Alec, « mais je sais qu'elle a l'intention de s'en prendre à votre ami Fade. Je pense que vous aimeriez le garder en sécurité. Moi aussi. » « Pourquoi ?» Les épaules d'Alec s'affaissèrent, sa bouche se détendit, et l'homme expira comme s'il n'avait jamais pris une bouffée d'air frais de sa vie. « Je préférerais que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. C'est bon pour les affaires. » Un hochement de tête. « Votre ami ne parvient pas à garder un secret qui attirera toutes les personnes ayant les moyens d'agir.
Fad sera traqué par tous les États, par tous les groupes. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera très bientôt. Il n'y survivra pas, sauf en se retirant dans sa cachette. Il reprit son sourire, chaleureux cette fois, ce qui n'est pas le genre de Fade. Alors vous dites qu'on le sauve? Si nous ne le faisons pas, il mourra. Sa fille aussi, et vous aussi. Talia eut un petit rire. Moi? Qui se soucie de moi? Alex se métamorphosa de nouveau. Le masque revint, ainsi que ce regard dur. Talia y lut une histoire particulière, une menace et un cadeau. Elle pouvait collaborer avec Alec pour sauver Fade, ou il l'utiliserait pour mettre la main sur Fade. Le résultat final était le même, mais elle pouvait y arriver vivante ou morte. La prochaine fois, dit Talia, ne jouez pas à ces jeux, si nous devons être honnêtes. Le sourire d'Alec s'élargit, mais il était loin d'être sincère. Tout comme Fade lui-même, sa maison semblait être une accumulation de blessures et de mauvaises habitudes. Il remonta l'allée, tandis qu'Eve filait à la recherche d'un thé pour midi, et jaugea du regard son jardin débraillé, l'absence totale de verdure, et une porte dont la fraîcheur et le lourd verrou la distinguaient du bâtiment vieillot et beige. 2 étages sans grand caractère. Pourtant, il y avait eu de l'amour ici, autrefois. Fad composa le code au-dessus de la serrure, une séquence de 6 chiffres qui s'acheva par un bip et un grincement charmant. Il poussa le portail, humant une odeur de renfermé parfumé, par ce qui devait être les tacos de la veille. Il appela Jaycee, sachant qu'elle aurait dû être à l'école, et tendit l'oreille. Le silence en réponse lui arracha un froncement de sourcils et un soupir. Bien sûr que Jaycee ferait ce qui était juste, ce qu'elle devait faire, même si cela signifiait que Fade ne la verrait pas. Ce soir, cependant, il serait de retour. Veronica était une cible locale, pas de vol, pas d'hôtel. Et, grimaça Fade en entrant dans la cuisine, pas de meurtre. Il avait déjà fait promettre Eve. Il découvrirait ce que Veronica faisait pour être si haut sur la liste de l'audience, la convaincrait de changer d'avis, et passerait à autre chose. Que le jardinier voie les choses de la même manière n'avait pas d'importance. Fad avait des règles, et il s'appuierait sur sa supériorité morale autant que possible pour compenser ses piètres compétences parentales. Que pouvait-il offrir d'autre à Jaycee? Un verre d'eau, une douche rapide et un regard nostalgique sur les vêtements de sa femme dans le placard cochèrent les cases de la liste de Fade pour cet arrêt. Rien d'autre ne semblait anormal, la fierté et la douleur se mêlant à parts égales devant la maturité de Jaycee. Fade s'interdit de s'aventurer plus loin sur ce chemin. Jaycee devrait se soucier du bal de promo et des admissions à l'université, pas d'un univers extraterrestre, mais il ne voulait pas changer les règles du jeu, maintenant. Même si Eve ne l'avait pas encore dit clairement, la marque avait été faite, et l'histoire des ratisseurs n'offrait qu'une seule issue. Une fois qu'on était allé dans le bosquet, la vie en dehors semblait vaine. La proposition au jardinier pour sa fille ne tarderait pas. Eve et Fade en débattaient, argumentant pour que Jaycee ait un rôle de coordinatrice, d'assistante, un second rôle pour les aider à maîtriser les menaces de plus en plus cataclysmiques qui pesaient sur l'humanité. Fad ne pouvait savoir si le jardinier accepterait cette logique, mais il n'y avait pas d'autre voie possible. Bientôt, il suivrait l'exemple d'Eve, abandonnerait cette maison, ses attaches matérielles, et emmènerait Jaycee avec lui. Quant à ce que cela signifierait pour son avenir, Fade ne pouvait pas passer des heures à y réfléchir, un verre de whisky à la main. Elle était intelligente, ambitieuse. Elle trouverait sa voie, avec toutes les merveilles, du bosquet derrière elle. Latte récupérée. Je rentre. Le texto d'Eve vibra. Fad répondit qu'il était prêt et commença à s'affaler sur le canapé du salon quand un reflet fugace dansa sur la porte d'entrée. Une lueur, un reflet. La lumière du soleil dans le jardin,
ricochant sur un objet en mouvement avant de disparaître en un clin d'œil. Fad s'immobilisa alors qu'il allait s'asseoir et pivota sur les talons, présentant son flanc gauche au mur, au couloir et à la cuisine qui se trouvait à l'arrière de la maison. À sa droite, la baie vitrée donnait sur une cour avant vide. Aucune voiture n'était garée le long du trottoir, bien que la rue en fût pleine. Fade n'était pas assez souvent là pour reconnaître les habitués. Mais qui voudrait lui tendre une embuscade? Ou était-il paranoïaque? Fad fit trois pas jusqu'à l'entrée du couloir. Il observa les ombres sur la porte d'entrée. Plus de reflets, ce qui signifiait que le coupable était soit parti, soit avait cessé de bouger. L'escalier de l'autre côté du hall l'appelait. Fad, comme tout bon agent, conservait divers sacs d'urgence et ressources éparpillés dans la maison. Une matraque parfaite pour briser des rotules était par exemple dissimulée derrière le canapé que touchait le genou de Fade. À l'étage se trouvaient les couteaux qu'il affectionnait, ainsi que des gants lestés et plaqués pour servir de coups de poing américains. Bien sûr, si les choses tournaient mal, il avait toujours l'insigne dans sa poche, une porte de sortie directe vers la sécurité, mais une option qu'il ne pouvait pas prendre. Pas avant d'avoir neutralisé la menace, car dans 2 ou 3 heures, JC reviendrait précisément ici. Fad n'aurait peut-être pas préparé le dîner, mais il s'assurerait bon sang de donner à sa fille un endroit où poser son sac à dos. Il traversa vivement le hall, jetant un regard acéré vers le petit jardin arrière. Une clôture, d'un blanc rustique usé par des années d'entretien négligé, séparait la maison de ses voisines. Quelques buis et arbustes servaient comme d'ornement, aucun n'étant assez grand pour offrir une couverture. Rien ni personne ne se cachait parmi leurs feuilles denses, ce qui calma le rythme cardiaque de Fade pendant un long moment. Jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. 3 coups, nets et brefs. Un signal connu, auquel Fade alla répondre sans hésitation. 5 coups l'auraient mis en alerte. Au lieu de ça, il afficha un sourire méfiant et ouvrit la porte, sachant que Talia se trouverait de l'autre côté. C'était bien elle, mais Fade se figea en voyant l'homme à ses côtés, ainsi que les gorillas en civil derrière lui. « Bonjour, Fad, » dit Alec Navarro, toujours aussi suave, tandis que Talia grimaçait d'un air désolé. « Nous sommes là pour vous sauver. »